Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Cléopâtre Ouattara. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, Facebook, YouTube. Aujourd'hui, on va parler un peu d'un sujet qui concerne la Côte d'Ivoire. Vous savez, en 2025, ce sont les élections présidentielles dans ce pays d'Afrique de l'Ouest qui, à mon sens, est l'un des pays les plus prospères, en tout cas depuis ces 10 dernières années. Et avant, en tout cas, c'est l'un des pays les plus prospères. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que pendant ces élections présidentielles, vous allez entendre beaucoup de choses. Vous allez entendre beaucoup de choses, vous allez entendre des choses qui sont passées dans le passé. Vous allez entendre tellement de choses que finalement, vous allez vouloir vous faire votre avis sur le sujet. Mais il faut comprendre qu'en Côte d'Ivoire, il y a deux versions. Et deux versions, parfois trois versions. Il y a des versions qui donnent l'impression que les uns sont diaboliques. Vous avez des versions qui donnent l'impression que les autres sont saints. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un pays en fait qui s'est forgé avec le premier président de la République autour d'une certaine forme de cohésion sociale et comme une vie de famille en fait. Sachant que nous avons 64 ethnies dans le pays, dont 64 ethnies qui sont censées vivre en symbiose et on a reçu cela jusqu'à la mort du premier président de la République. Mais les politiciens, dans leur volonté très claire et très limite, j'aime mal le dire, diabolique, pour éviter d'être trop vulgaire, mais c'est ça, vont utiliser vraiment la fibre ethnique pour pouvoir, comme dans beaucoup de pays africains d'ailleurs, finalement, vont utiliser la fibre ethnique pour vraiment mettre en place un système de rejet de l'autre. Alors, moi que je suis en train de vous parler, je suis originaire du nord de la Côte d'Ivoire. Il est important de vous le dire avant de commencer cette vidéo. Parce que je suis originaire du nord de la Côte d'Ivoire et j'ai un regard beaucoup plus différent de quelqu'un qui est de l'ouest, du sud de la Côte d'Ivoire ou du centre de la Côte d'Ivoire. J'ai un regard beaucoup plus différent. Pourquoi? Parce que j'ai vécu des choses, j'ai entendu des choses et j'ai vu des choses. Alors, je me répète sur le mot vu parce que c'est très important que vous m'écoutez jusqu'à la fin. Alors, vous savez qu'il y a eu une rébellion en 2002. En 2002, la Côte d'Ivoire a vécu une rébellion qui va mettre le pays vraiment dans un système vraiment en état. Pendant 8 années et quelques, le pays va vivre son côté le plus sombre, le côté le plus sombre de son histoire. Mais il ne faut pas oublier que la crise ivoirienne n'a pas commencé en 2002. La crise ivoirienne a commencé bien avant la mort du premier président, mais c'était beaucoup moins visible. On va dire, les gens le voyaient moins. Mais ils avaient commencé à ancrer déjà la graine du rejet de l'autre et de la haine de l'autre dans un pays où on a 64 ethnies. Mais pour aller beaucoup plus, pour se rapprocher un peu plus, on va laisser la partie du premier président de la République parce que lui, il est décédé. Il faut un héritage et comme dans tout parti politique, dans tout système politique, lorsque le patriarche décède, on connaît un peu la guerre d'héritage, les guerres d'héritage en son sein. Mais pour comprendre les choses de façon succincte, on va commencer à mettre en place un système d'ivoirité. Et qui va le mettre en place, c'est le deuxième président qui va prendre la tête du pays après la mort du premier président. Alors, il faut comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas très bien la Côte d'Ivoire, et je pense que beaucoup de personnes ne vous disent pas la vérité, et je pense qu'il y a une nouvelle génération qui s'est jurée de le faire. J'en fais partie. Il faut comprendre que la Côte d'Ivoire, les ethnies que vous trouvez au nord de la Côte d'Ivoire, on les trouve au Mali, en Guinée et au Burkina. Et même parfois au Ghana, en petit nombre. Ensuite, nous avons des ethnies qui sont au sud, au centre, qu'on trouve au Ghana, Togo et Bénin. En plus, l'ouest, on a des ethnies qui sont à l'ouest, qu'on trouve au Libéria, Guinée-Conakry, toujours, et puis Sierra Leone. Puis qu'on peut trouver un peu un rattachement voilà, par les noms de famille jusqu'au Nigeria et autres.
Alors, et en Afrique centrale. Mais ce qu'il faut comprendre très clairement, c'est qu'un pays comme ça qu'on a, comme la Côte d'Ivoire, qui a des liens assez séculaires avec les autres peuples qui sont aux extrémités du pays, il y a des discours qu'on ne peut pas se permettre de tenir. Alors, on a fait une fixation sur les peuples qui sont du Nord et on a développé une forme, on a théorisé l'ivoirité. Et cette ivoirité, certains gendarmes, certains policiers, politiciens, pardon, ont cru que cette théorie devait être basée que sur les peuples venant du nord de la Côte d'Ivoire. Et donc, à partir de là, tu étais nordiste, lorsque tu circulais en Côte d'Ivoire, tu étais automatiquement arrêté par ton nom de famille, tu étais harcelé par ton nom de famille et je pense qu'aucun Ivoirien n'ira dans cette hypocrisie dit le contraire. Ensuite, on va créer une forme de frustration parce qu'en réalité, c'est ça. Les gens font des choses et ne se rendent même pas compte de la gravité de ce qu'ils font. Je rappelle que nous étions dans un pays qui avait plus de 50% de ses ressortissants qui n'étaient même pas allés, qui n'avaient jamais mis les pieds sur un banc de l'école en fait. Si vous voulez, qui ne savaient ni lire ni écrire, qui n'avaient aucun niveau intellectuel des Européens au point de ne même pas comprendre ce que c'est que la politique, ce que c'est qu'un discours. Ce qu'on voit à la télé, on estime que ce qu'on voit à la télé est la vérité. En fait, je veux que vous me mettez dans un contexte précis, en fait. On prend le cas de la France, par exemple, où lorsque les gens étant allés à 99% à l'école, il va être très difficile de dire, ou même 100%, il va être très difficile de dire à un Français une chose à la télévision sans que celui-ci ne prenne la peine de réfléchir à travers lui-même sa propre connaissance parce qu'il est allé à l'école. Mais à cette période-là, même encore aujourd'hui, en Côte d'Ivoire et dans certains pays africains, ou le Mali, où il y a 82% des personnes qui sont analphabètes, vous comprenez que pour ce qui est dit par un dirigeant, c'est une vérité absolue. Et donc, les gens vont vivre une frustration. Mais ce que je veux ici dans cette vidéo vous dire, c'est qu'il y a eu une rébellion, où dans la rébellion, il y avait des personnes de l'Ouest, il y avait des personnes du Sud. Et la rébellion, à majoritaire, les personnes du Nord étaient dans cette rébellion. Mais la rébellion elle-même, il y avait des personnes du Nord, du Sud, de l'Ouest et autres. Mais mis à part cela, j'entends souvent des personnes qui nous disent, à nous qui sommes du Nord, vous avez fait une rébellion, vous avez créé une rébellion. Mais le vous en lui-même s'adresse à qui en réalité? Quand on a une petite connaissance intellectuelle, on sait que les gens ne sont pas allés faire un référendum. Un référendum, c'est le fait de demander à une population de répondre par un oui ou un non à une question précise. On n'a pas fait de référendum pour demander à certains peuples du Nord s'ils étaient d'accord avec cette rébellion, puisque à plus de 90%, ils étaient tous contre la rébellion. D'ailleurs, ils le disaient tout le temps en 2002. Mes parents, y compris les parents de mes proches, y compris tous du Nord, le disaient qu'ils avaient détesté les intigas, ceux qui avaient fait la rébellion. Mais avec le temps, les gens vont finir par se rapprocher très rapidement d'un certain parti politique qui est le RDR, mais surtout de la rébellion, parce qu'en réalité, lorsqu'ils prenaient leur voiture pour aller au sud, on les traitait de rebelles. Donc, Nord égale à rebelle. Non, du Nord égale à rebelle. Et aucun parti politique de la Côte d'Ivoire n'a pris la peine de dire que c'était un discours qui était dangereux, qu'on ne pouvait pas... En gros, les politiciens n'ont pas eu de discours de rassemblement. Et ça, c'est l'un des gros handicaps de l'Afrique, notamment de la Côte d'Ivoire. Je veux dire, les discours de haine, les discours en stigmatisant une population, en disant que ce sont eux qui ont fait la rébellion et sachant très bien que ce n'est pas eux qui ont fait la rébellion, puisqu'on n'est pas allé leur demander, on n'a pas tapé à toutes les portes, en demandant aux gens, est-ce que tu es pour la rébellion? À partir de ce moment-là, tu ne peux pas dire à une personne qu'il a été pour la rébellion ou pas, parce qu'on ne lui a rien demandé. Et donc, quand j'entends certaines personnes qui disent cela et qui se disent intellectuelles, dans ce cas-là, moi, je ris. Parce qu'il n'y a pas de réflexion poussée. Tu dis à une personne, je ne suis pas... vous avez fait une rébellion, mais vous qui? Vous qui?
des militaires fâchés en colère contre un président créent une rébellion parce que leur nom de famille vous rappelle un certain, voilà, vous rappelle, je sais pas, vous avez une hantise de leur nom de famille parce que si vous écoutez ma vidéo dès le début, il y a une construction en fait de rejet d'un peuple en fait qui compte 45% de la population. Il y a une construction autour de ça, autour de leur identité, de leur personnalité, en disant que ceux-là, ce ne sont pas des vrais Ivoiriens, ceux-là sont des étrangers, ceux-là sont ceci, ceux-là sont cela. Le pire dans cette histoire, c'est que nos propres parents qui sont du Nord ont toujours voulu qu'on ne dise rien pour la cohésion sociale. Alors moi, j'ai toujours été contre nos aînés qui disaient de ne rien dire parce que nous sommes dans une nation, parce que. Le problème, c'est que plus on ne dit rien, plus en face de nous, donc certaines personnes, certains partis politiques qui sont majoritairement des partis politiques d'autres ethnies des Côte d'Ivoire, que je ne vais pas citer ici, construisent une éducation très claire autour de leurs enfants, en rappelant à leurs enfants que ceux-là sont étrangers, ceux-là, nous sommes les vrais Ivoiriens, etc. Et pendant ce temps, vous calmez vos enfants. Et il y a un décalage en ce que vos enfants apprennent des autres peuples et ce que les autres enfants apprennent de vos enfants. Et je pense que ça a été l'une des plus grandes erreurs de nos aînés en Côte d'Ivoire, nos aînés du nord de la Côte d'Ivoire. Et ça, je ne le dirai jamais assez. Si tu es dans une forme de cohésion sociale et que tu veux que tes enfants apprennent la cohésion sociale avec les autres peuples et que derrière les autres peuples, certains peuples, heureusement, ce n'est pas tous les peuples, ont un discours de rejet et de xénophobie contre ton peuple, tes enfants grandiront dans une communauté qui ne comprendront jamais. Parce qu'on va leur rappeler toujours que ce ne sont pas des vrais Ivoiriens et pourtant on est tous allés à l'école en Côte d'Ivoire. On sait par quel ordre chronologique les peuples se sont retrouvés en Côte d'Ivoire. D'abord, les premiers peuples, on parle des Gours, les Gours qui sont les Senfo, les Lobi et les Koulango. Ensuite, nous avons les Mondés. Et vous savez qui sont les Mondés, puisque nous avons les Mondés du Nord et les Mondés du Sud. Et donc, en fait, et puis ensuite, la troisième position, nous avons le Krou et en dernière position, les Akans. Donc, à partir du moment où on a une connaissance assez claire de ce pays, en fait, d'où vient cette appellation des peuples qui seraient du Nord, qui ne seraient pas des Ivoiriens? Tout simplement dans l'éducation. Et surtout dans la politique ivoirienne, on a formaté une génération, ou 2-3 générations de jeunes, on les a formatés autour d'un peuple, autour d'une compréhension d'un peuple, autour du rejet d'un peuple. Et moi, je l'ai vécu, étant même en France, j'entendais des personnes de la communauté des peuples de l'Ouest avec qui je traînais, je les entendais souvent dire que je n'étais pas ivoirienne. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué de plus dans toute ma vie possible. Et c'est en cela qu'en 2008, je rentre donc en politique. Parce que je me suis dit, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. On est complètement, on va dans tous les sens. C'est de la folie. Mais ici, on va parler de la responsabilité de qui? Des politiciens. La responsabilité de nos politiciens. Pour moi, ce sont les premiers responsables de ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Les intellectuels, les politiciens sont les plus grands responsables de ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont surfé sur une communauté, ils ont surfé sur des choses qui aujourd'hui, ils sont devenus vieux, ils vont tous mourir, partir. Et cette génération est héritière de ça. Et et sans même aujourd'hui, notre génération a sorti pour donner la vraie réalité de la politique ivoirienne. Moi, j'ai été surprise parfois d'entendre des Maliens et des Camerounais me dire à moi que je n'étais pas ivoirienne. Tout simplement parce qu'on s'est beaucoup tué. Et on a laissé des personnes de l'Ouest, par exemple, notamment, c'est surtout eux, véhiculer des messages fausses. Et moi, je pense que les Africains manquent beaucoup de subtilité, d'intelligence. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de ressources sur Amazon. On peut acheter tellement d'écrivains, de ressources sur l'histoire de la Côte d'Ivoire et l'histoire de l'Afrique en général, qu'on n'a plus d'excuses, en fait, de ne pas avoir une certaine forme de culture, de connaissance.
Il suffit juste d'aller sur Internet, s'acheter un livre ou aller sur des sites crédibles qui relatent l'histoire de la Côte d'Ivoire pour avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir donc s'informer. Donc, on n'a plus d'excuses. Donc, si tu prends argent comptant ce qui est dit, comme dans cette vidéo, ce que je dis, si tu veux vraiment apprendre, tu vas vérifier sur Internet, tu vas vérifier avec des ressources clés. Parce que tout le monde peut créer un blog, je précise, mais il faut des liens et des ressources qui prouvent que ce qui est dit dans le livre ou dans le blog, dans le blog en fait, est tiré de ressources réelles, crédibles, validées par des personnes de ressources donc, qui sont habilitées à le faire. À partir du moment-là, vous avez une connaissance et vous allez éviter de vous faire berner par des personnes émotives qui n'ont parfois même pas le bac, donc aucune connaissance intellectuelle, mais qui sont tellement persuadées d'avoir une connaissance ou qui veulent tellement rendre beau leur peuple qu'ils montent et inventent des choses sur les réseaux sociaux. Excusez-moi pour le terme, mais c'est ça. Il n'y a pas un mot pour expliquer cela. Cette vidéo, je ne la voulais pas longue, mais malheureusement, elle était longue, mais elle méritait d'être longue. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo informative. Et donc, je vous invite à me laisser un like, un commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Mon site internet où vous pouvez trouver mes ressources, ouattaracléopâtre.com. Bisous à tout le monde et à très vite.